prêt? Ah, je suis prêt. Parfait. Alors, commençons. Allez, allons-y. Bonjour, Maître Autain. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin pour ce nouveau numéro de l'interview de la clinique juridique de l'EFB. Nous avons décidé à la clinique juridique de nous saisir de ce sujet des élections parce que ça nous semblait intéressant en tant que futur avocat et bien de s'y intéresser. Alors, nous allons vous poser une série de questions qui est identique à celle que nous avons posée la semaine dernière à Maître Couturier et à Maître Mioret. Et vous disposez d'un temps maximal de 45 minutes, voilà, qui est le temps qui a été accordé la semaine dernière donc à Maître Couturier et à Maître Mioret. Je vais commencer par vous présenter, bien évidemment. Alors, tout le monde sait qui vous êtes, mais je vais quand même vous représenter. Vous êtes associé au sein du cabinet Lusan, où vous exercez en droit pénal des affaires, en assurance et en responsabilité civile. Vous avez été élu au CNB, où vous avez présidé la commission communication, pardon. Vous avez également été responsable de la commission de déontologie relative aux incompatibilités et conflits d'intérêts au sein du barreau de Paris. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris et vous avez été désigné donc Best Lawyer en matière de Criminal Defense 3 années consécutives entre 2017 et 2019, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Alors, je ne me trompe pas. Pas d'autres cas. Je vous ai présenté, mais est-ce que vous pourriez nous parler de Maître Le Petit, donc, qui est candidate avec vous, donc Ovis Batona, qui, elle, est pénaliste, donc comme vous, et qui exerce au sein du cabinet Setback Avocat. Alors, d'abord, je vais réparer une petite incompréhension, qui est que je croyais que ce n'étaient pas les binômes qui étaient, nous croyons que ce n'étaient pas les binômes qui étaient confiés, mais simplement le candidat Batona, ce qui explique l'absence de Clotilde, qui est à son cabinet ce matin. Alors, Clotilde Le Petit, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme institutrice, enfin qui avait fait du droit, qui a commencé sa carrière professionnelle comme institutrice pendant quelques années, et puis qui en 2005 est devenue avocate, a prêté serment, qui n'ayant pas un réseau très large, a commencé par une collaboration au sein des services de l'ordre en déontologie, et puis a passé le concours et a réussi le concours de la conférence du stage, et donc a pu mettre un pied dans la matière pénale. C'est quelqu'un qui a toujours été très engagé quand elle était institutrice pour la place des femmes dans les quartiers oubliés de la République, engagée pour la place des femmes ensuite quand elle est devenue avocate, qui a été engagée dans diverses associations, dont notamment Femmes et Droits. C'est cet engagement dans Femmes et Droits qui fait qu'elle a été candidate au Conseil national des barreaux, où elle a été élue pour la mandature 2015-2017, et elle a eu la chance, l'honneur, d'y présider la toute première commission égalité, lutte contre les discriminations. Et elle y a fait un travail fantastique avec sa commission pour mettre en place notamment les chartes de responsabilité sociale des cabinets d'avocats, et elle a travaillé aussi auprès de la commission droits de l'homme et liberté. En 2018, elle a été élue au Conseil de l'Ordre, où elle finit son mandat. Elle y a eu la charge de la Comadis, la commission contre le harcèlement et les discriminations, et elle s'est chargée aussi du bureau pénal, jusqu'à ce que, quand elle décide de se présenter en juin dernier, elle se mette en retrait, de façon à ne pas avoir d'avantage pour une institution dans laquelle elle postulait à la prise de la tête de cette institution. Voilà. Et c'est une femme géniale. Qui est donc votre binôme pour le vice Batona. Merci de l'avoir présentée. Ça nous permet effectivement de la connaître davantage, même si je pense que tout le monde la connaît. Je vais vous poser donc une série de questions qui va s'intéresser à la fois à l'accès au droit, à la justice. On va aussi parler de technologie et bien évidemment, je l'ai dit et je le redis, les préoccupations des jeunes avocats. Ce que je vous propose, c'est de commencer par évoquer donc, le sujet de l'accès au droit et à la justice. Donc, comment, d'après vous, est-ce qu'on peut améliorer cet accès au droit et à la justice? J'avais posé la semaine dernière 3 questions, donc, qui s'intéressaient dans un premier temps à l'activité donc pro bono.
Est-ce que vous pensez que finalement cet accès au droit peut passer par tout ce qui concerne les cliniques juridiques, comme la nôtre par exemple? Et que pensez-vous enfin de la concurrence des legal tech? Voilà. Alors, une grande question, 3 sous-questions. Alors, l'accès au droit, c'est une nécessité citoyenne. On n'imagine pas dans une grande démocratie que les gens ne puissent pas avoir accès au droit. A fortiori dans une démocratie qui est sous un régime capitaliste, c'est-à-dire un régime où on a des droits et des devoirs, où on a un poids économique, et il faut que la justice vienne arbitrer cela. Et la justice pour les plus démunis doit forcément être la même que pour ceux qui ont la chance d'avoir des revenus, une situation. Et donc l'accès au droit est vraiment un enjeu de démocratie. Je crois que un certain nombre de parlementaires, que les pouvoirs publics en sont conscients, mais ils n'y mettent pas les moyens. Si l'on voit le rapport CEPEJ, vous savez, ce rapport qui, tous les 2 ans, sous l'égide de l'Union européenne, fait un diagnostic de la situation des systèmes judiciaires en Europe, le rapport CEPEJ nous dit qu'en France, on dépense 62, 63 euros par tête et par an pour la justice, alors que dans des pays à PIB comparables, on dépense 85 euros. C'est-à-dire qu'il manque 20 euros. Ce qui fait que pour un pays comme le nôtre qui a un budget de 7,5 milliards, budget justice de 7,5 milliards, pour être à l'étiage moyen, je ne parle même pas de rattraper le retard, il faudrait 9 milliards de budget annuel. Donc l'accès au droit, il commence par là. Il commence par donner des moyens à la justice. À côté de ça, dans ces moyens à la justice, il y a bien évidemment les moyens aux avocats. Ça tombe bien parce que je suis en train de préparer une communication sur le sujet, sur l'AJ, dont le budget est d'une indécence incroyable, puisqu'on est à 400 millions, on va peut-être monter à 500 millions, mais au regard de la population que nous sommes, si on compare, alors je n'ai pas vu les derniers d'ailleurs chiffres du CEPEJ là-dessus, mais sur le dernier rapport CEPEJ il y a 2 ans, on était nous à 400 millions, la Grande-Bretagne avec population équivalente était à 1,8 milliard de budget d'aide juridictionnelle. Et quand on voit par exemple CNews qui hier a visiblement sorti quelque chose disant que le taux horaire d'un avocat commis d'office oscillait entre 100 et 300 euros, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance, voire un mépris du travail des avocats qui interviennent à l'aide juridictionnelle qui est absolument faramineux et qu'il faut redresser cela par l'information et redresser cela par l'obtention de budget, mais c'est un très vaste chantier qui nécessiterait sans doute la remise à plat de l'AJ. Mais l'accès au droit, ça ne passe pas que par l'AJ. Parce que nombre de nos concitoyens sont au-dessus des plafonds d'AJ. Je vous rappelle que les plafonds d'AJ, c'est 1 000 euros pour avoir une AJ totale, 1 400 euros pour avoir une AJ partielle. Au-delà, alors que vous êtes encore dans des classes moyennes et dans des revenus qui restent pas particulièrement importants, eh bien, quand vous faites appel à un avocat, vous assumez complètement cet avocat. Donc, il faut répondre à ça. Et c'est vrai que toutes les initiatives, et notamment la clinique juridique, et moi je sais que j'ai pu être tuteur sur plusieurs interventions auprès de la clinique juridique. Je sais que la clinique juridique, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ce maillage qui permet de pallier aux déficiences de l'État dans l'accès au droit et puis qui participe de notre rôle citoyen. Nous sommes avocats, des acteurs économiques, mais on est aussi, peut-être avant tout d'ailleurs, des acteurs citoyens, des gens qui nous battons pour les libertés publiques, des gens qui nous battons pour l'accès au droit, parce que, encore une fois, dans une démocratie, si vous ne faites pas en sorte que les citoyens aient un accès au droit, eh bien, ils iront réclamer les choses ailleurs. Ils iront réclamer les choses dans la rue. Quand le droit ne permet pas de faire valoir ses droits, eh bien, on a des modes de contestation, de réclamation, de protestation qui sont beaucoup moins normés, beaucoup moins structurés et qui, j'allais dire, désolidarisent une partie de l'unité nationale. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut entendre les revendications, mais il faut les canaliser dans une société de droit. En tout cas, c'est mon point de vue. Les cliniques juridiques, elles servent à ça. Celle de l'EFB a en plus l'avantage de mettre en situation plus encore les futurs avocats dans la praticité que peut avoir le rapport avec le client, dans toute la complexité que ça peut avoir. Donc c'est un avantage pour les justiciables, alors qui ne sont pas que justiciables, hein, qui sont les demandeurs de droit, tout ne passe pas par la justice, heureusement. Et puis un avantage aussi pour les élèves avocats. Et donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc la clinique juridique, elle est fondamentale, essentielle. Et ceux qui ont eu l'idée et qui l'ont initiée, et ceux qui quotidiennement y travaillent et l'entretiennent, sont vraiment alloués parce que ce sont des travaux et des efforts extrêmement utiles, méritoires, pas simplement sur un plan, encore une fois, professionnel, mais sur un plan démocratique, et c'est extrêmement important. Troisième sujet que vous abordez, qui sont les legal tech. Là-dessus, nous avons avec Clotilde
au mois de juin dernier, fait un article dans les Échos, une tribune dans les Échos, dans lequel qu'on avait intitulé La relance passera par les avocats ou quelque chose du genre, et dans lequel nous avions mis plusieurs idées de la façon dont il fallait s'occuper des avocats ou dont les avocats pouvaient intervenir dans la reprise économique que nous espérions, sans préjuger qu'il y aurait un deuxième confinement et que le Covid durerait on ne sait pas combien de temps. Là-dedans, nous avions une petite réflexion sur la situation des élèves avocats qui sortent de l'EFB et dont, bien évidemment, les offres de collaboration ne doivent pas être très nombreuses, en tout cas pas aussi nombreuses que le marché normal devrait le générer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, nous avions deux idées forces. Enfin, une idée sur l'AGI, mais je ne vais pas y revenir parce que c'est peut-être pas exactement votre débat, sauf si vous voulez qu'on pousse cette question. Mais deux idées fortes. Une première qui était un observatoire économique du barreau de Paris. J'incite à aller lire cet article dans la tribune. Et puis un fonds d'investissement dans les legal tech. Alors on est content parce que cette idée a visiblement fait florès et elle a inspiré nos concurrents et amis. Un fonds d'investissement dans les legal tech qui serait un fonds d'investissement du barreau de Paris. Parce que les legal tech sont des gens qui nous fournissent du service. Souvent on est le client de legal tech. Sont des cabinets d'avocats. Il y a un certain nombre de cabinets d'avocats qui ont créé des legal tech. C'est permis parce qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, le CNB a voté la commercialité accessoire, possibilité d'exercer une activité commerciale accessoire à son activité d'avocat. Et donc, ça permet de faire des sociétés commerciales pour des légatech par des cabinets d'avocats. Et puis, ils sont parfois des, entre guillemets, concurrents quand ce n'est pas les braconniers du droit. Et donc, il faut savoir aller sur les marchés sur lesquels les légatech sont allés. Si les légatech trouvent de la place sur les marchés, c'est bien que nous ne l'avons pas trouvé. C'est bien que nous n'avons pas su répondre, soit par notre organisation, soit par notre modalité d'intervention, soit par notre modalité de facturation, de prise en compte des dossiers. Donc ce marché du droit développé par les legal tech, soit développé parce qu'on ne l'avait pas fait, soit développé parce qu'ils sont en train de nous le voler, des parts de marché qu'on avait, hein, enfin de nous prendre des parts de marché qu'on avait, de nous voler, rien ne nous appartient. Il n'y a que ce que nous conquérons qui nous appartiendra le temps que nous l'avons et que nous sommes capables de le traiter. Rien ne nous revient de droit. Je ne suis pas sur la théorie de la rente où les choses devraient nous revenir de droit. Il n'y a que la compétence qui permet de garder les clients. Et donc, ces legal tech, eh bien, si on veut pouvoir être des acteurs utiles des legal tech, il faut y intervenir. Le fonds d'investissement, il servira à cela. Il servira à soutenir les initiatives des confrères au cabinet parce que l'ordre a des moyens. L'ordre a eu une grande politique d'investissement immobilière pendant des années. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Hein. On a le FB, on a la Moda dans le 17e, on a 2 immeubles Stade Dauphine, dont un qui est vide depuis plusieurs mois. Et donc, on a la possibilité d'investir et de prendre des participations capitalistiques dans des legal tech. C'est la société de courtage des barreaux, la société qui fait le courtage des barreaux de province, qui a pris une participation capitalistique dans une legal tech, je ne sais plus laquelle, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais qui a pris, je ne sais plus, 20, 25, 30%. Et c'est vrai que cette prise de participation, elle fait de nous des partenaires, et pas simplement des spectateurs, et pas simplement, entre guillemets, des victimes des legal tech. Donc la question des legal tech se pose de manière extrêmement sensible. Il y a d'ailleurs ce soir la nuit des legal tech auquel nous participerons, nos concurrents et nous. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. La clinique juridique, ça peut être une clinique juridique legal tech. Il faut probablement y mettre les moyens. Je ne me suis pas penché particulièrement sur cette alchimie legal tech clinique juridique, mais oui, ça me semble extrêmement intéressant comme perspective. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser, une clinique juridique connectée. Alors, c'est vrai que nous, actuellement, et le bureau qui nous précédait, avons dû nous adapter à la crise sanitaire. Effectivement, nous avons dû revoir les modalités selon lesquelles donc, nous disposions les consultations. Donc effectivement, nous avons commencé à intégrer la technologie, donc des choses très simples, mais qui ont permis justement de maintenir une certaine continuité. Donc on est passé tout simplement par des outils de visioconférence, mais qui présentent justement cet avantage de continuer à avoir un lien, de permettre à ce que nos activités continuent. Et puis, nous nous adaptons également au pôle communication, justement en mettant en place nos interviews hebdomadaires qui nous permettent eh bien, de venir à la rencontre des professionnels, de parler avec eux. Et l'élection était bien évidemment un sujet inévitable. Donc, nous nous adaptons.
Mais effectivement, il y a peut-être des choses qui pourraient être faites davantage ou d'une autre façon, donc à creuser pour Ouais, parce le que bureau ce, précis, enfin, ce qui que vous arrive à faites là, venir. c'est une adaptation, c'est-à-dire que vous adaptez à la situation. C'est pas programmé pour être quelque chose comme voilà. Donc, si on programme quelque chose, c'est pas de l'adaptation. Là, je pense que vous avez fait avec les ressources du bord et avec une ingéniosité et une volonté Oui. tout à fait louable. Mais peut-être qu'il faut un peu plus de moyens, de structuration, de projets, de prospective, de construction. Oui, exactement. Et encore une fois, je pense que les bureaux qui vont nous succéder Hum. seront peut-être effectivement intéressés à aller dans ce sens-là. Donc, j'ai envie de dire, to be continued. Restons sur cette thématique des technologies. Et la question que j'ai envie de vous poser, justement, par rapport à cette invasion des nouvelles technologies, je dis invasion, mais c'est ni péjoratif, ni non plus amélioratif. Justement, c'est une menace ou c'est une opportunité? C'est les deux. C'est bien évidemment les deux. C'est une menace si si on ne les prend pas à bras le corps. C'est une opportunité si on sait non seulement en être des partenaires, comme je le disais tout à l'heure, mais mieux que ça, réfléchir de cette manière-là. Je crois qu'il va être compliqué. Alors, il y a bien évidemment, quand vous allez les plaider devant le tribunal d'instance, on peut penser que l'informatique ne va pas forcément changer grand-chose à un certain nombre de ces contentieux-là. Et encore, et encore. Nous devons de réfléchir pas seulement entre nous. On a un peu tendance parfois dans notre métier à être persuadé que comme on est avocat, on a une grande plasticité, on est capable de s'adapter à plein de choses, et que cette adaptation que nous savons faire sur les dossiers, sur les clients, à notre capacité à écouter, à réfléchir, à trouver des solutions, parce qu'on est quand même des gens qui cherchons des solutions, ça nous donne parfois l'impression que nous pouvons trouver toutes les solutions seuls. Et je crois que c'est une erreur. Il faut être très humble et très à l'écoute des autres, très à l'écoute des gens qui ont des capacités en organisation, en projection, en prospective, qui ont des capacités en informatique. Je pense qu'on devrait recruter des hackers, j'allais dire, pour réfléchir avec eux et qu'ils nous opposent des choses qui sont du sens traditionnel, du bon sens, dirais-je, là où nous avons notre sens juridique. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens que je ne connaissais pas, qui ne savaient pas qui j'étais. Au bout de 2 heures, ils m'ont dit, ah, c'est marrant, tu raisonnes vraiment comme un juriste. Et donc, sans nous en rendre compte, nous raisonnons d'une manière qui est un peu imprimée, qui est un peu le fruit de notre formation et de notre vie et de notre expertise et de notre expérience. Donc, il faut savoir prendre de l'air frais extérieur. Cet air frais extérieur, il nous permettra sans doute de réfléchir au legal tech sur comment les prendre, comment les accaparer, comment les utiliser, comment les faire nôtres, sans avoir ce sentiment d'invasion dont vous parlez, parce que l'invasion, c'est quand même quelque chose d'invasif. Et l'invasif, c'est rarement souhaité, c'est rarement bien accepté. Donc il faut peut-être qu'on soit plus dans une osmose que dans une invasion. Le caractère osmotique, c'est-à-dire de deux corps qui s'interpénètrent et qui vivent ensemble et qui avancent ensemble, est une image que je préfère. Mais elle demande pour ça des vrais centres de réflexion sur le sujet. Je ne crois pas que nous les ayons. Je crois que nous avançons un peu tirés par les événements et les évolutions technologiques sans les maîtriser, sans aller au-devant. Mais ça, c'est aussi peut-être un mauvais corollaire de nos habitudes. C'est-à-dire qu'on est souvent, en tant qu'avocat, oppositionnel. On dit « Ah non, je ne veux pas. Non, il ne faut pas. » Et quand on est en défense, ben, on s'oppose. Et on n'est pas toujours formaté pour avoir une proposition alternative ou une proposition tout court. Moi qui ai beaucoup fait d'affaires publiques pour notre profession, avec plus ou moins de succès, on est parfois dans l'opposition et on n'est pas assez dans la proposition. Et donc, si on fait de la legal tech, il faut être dans la proposition, il faut être dans la construction. Alors ça, il faut être dans la remise en cause de nous-mêmes. Mais ça, on sait faire parce que statistiquement, quand vous prenez des dossiers, sauf à les sélectionner au début du dossier, vous êtes gagnant dans 50%, vous êtes perdant dans 50%. Le tout est après d'amortir d'un matelas la perte. Mais ceux qui disent je gagne 100% de mes dossiers, soit ils mentent, soit ils les choisissent. Merci pour nous avoir fait partager votre position sur ce sujet. C'est vrai que c'est relativement clivant. On a des professionnels qui sont pour, on a des professionnels qui sont contre. Donc je pense que le sujet est encore aujourd'hui assez binaire sur la technologie. Donc il faudra peut-être. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que c'est un peu comme si vous disiez vous êtes pour ou contre, vous êtes en 1900, vous êtes pour ou contre l'automobile. On peut être contre l'automobile, mais ça passera quand même. Donc soit ça passe avec nous, soit ça passe sans nous. Il y a quand même un certain nombre de choses où il faut se rendre compte qu'on n'a pas forcément le choix, on n'a pas la puissance
de pouvoir s'opposer à des choses qui nous dépassent. Donc, soit on s'y investit un peu et on les maîtrise, ou en tout cas on ne les subit pas tant, soit, soit on est complètement largué et délaissé. Et moi, je n'ai pas envie d'une profession croupion, d'une profession citadelle, qui serait dans son petit château sur un piton rocheux derrière les meurtrières à défendre un périmètre du droit que nous n'avons pas su continuer à conquérir. Voilà, je préfère avoir un esprit de conquête plutôt qu'un esprit de citadelle. Parce qu'historiquement, toutes les citadelles tombent un jour. Regardez dans l'histoire, il n'y a pas une citadelle qui a tenu, pas une. Elles finissent toutes par tomber. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vais vous poser une autre question maintenant concernant les réformes. Quelles réformes, alors il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs, quelles réformes de la profession pensez-vous qu'il faudrait engager rapidement ou en premier? Donc si c'est en premier, ça veut dire qu'il y en a une qui vous semble peut-être davantage importante, ou est-ce qu'il y en aurait plusieurs? Non, il y a plein de réformes à faire. Est-ce qu'elles sont en urgence? Il y a plein de choses qui se font, hein. Le Conseil national des barreaux, sous la mandature là, qui s'achève et sous l'autorité de Christiane Ferrell-Schulz, qui est une présidente de CNB extraordinaire, il y a plein de réformes qui ont eu lieu, qui montrent une avancée de notre profession, une évolution de notre profession, je crois, dans la compréhension de ce que nous sommes, dans l'évolution de ce que nous devons être. Donc il y a plein de réformes à faire. Il y a des réformes de la gouvernance, d'abord, parce que je trouve qu'on a une gouvernance qui tient aujourd'hui sur la bonne entente entre le bâtonnier de Paris, le président de la conférence des bâtonniers et le président du CNB. Donc ça ne peut pas être fonction des personnalités. Ça me semble complexe que ça le soit en tout cas. Et s'ils ne s'entendent pas, la machine grippe. Et ça, comme dès lors que le CNB, sacré lapsus, dès lors que le CNB est l'instance qui, au terme de la loi, assure la représentation de la profession d'avocat devant les pouvoirs publics, nous n'avons pas le choix de l'entente, nous n'avons pas le choix de l'unité. C'est une obligation que nous devons aux 70 000 confrères qui exercent en France. Donc peut-être, oui, revoir la gouvernance. Réforme, oui, une grande réforme de l'aide juridictionnelle. Une réforme qu'on pourrait appeler réforme de l'accès au droit. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà de 1 400 €, les classes moyennes, très nombreuses, ont un accès au droit extrêmement difficile parce que personne ne le finance et qu'on ne peut pas simplement augmenter la barre de 1 400 € à par exemple 2 000 € parce que c'est sur les avocats que paye cette gratuité du service public. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à porter un service public. Nous sommes la seule profession qui porte un service public. Alors, en faisant ça, je sais très bien que j'ai quelque chose qui peut apparaître très corporatiste, hein, mais je ne connais pas d'autres professions qui portent un tel poids. Oui, les huissiers font parfois des actes dans le cadre de l'aide juridictionnelle, mais ça reste très accessoire. Nous, c'est quand même une masse très importante. Et on sait que l'aide juridictionnelle est quand même un scandale absolu de mettre ça à la charge des avocats. Alors, à la fois, on l'accepte parce qu'on est des gens d'honneur et on est des gens avec serment. Donc oui, une grande réforme de l'accès au droit, ça c'est une vraie urgence. Ça, c'est une vraie urgence. C'est une urgence, pas seulement pour la profession d'avocat, mais je crois d'abord pour les citoyens et justiciables. Et donc, corollairement, pour nous aussi. Première grande réforme, s'il n'y en a qu'une à faire, c'est celle-là. Après, réforme de la gouvernance. Après, il y a des choses à faire, mais qui sont des choses un peu plus internes, un peu plus... je pense, par exemple, qu'il faut porter, pas pour nous, mais pour les suivants, le mandat de bâtonnier à 3 ans. D'abord parce que ça laisse du temps pour implanter les choses quand on a un projet. Et Clotilde et moi avons la chance d'en avoir un. Et puis, ça permet en plus de faire coller ce mandat de 3 ans au mandat du Conseil national des barreaux et d'éviter que les choses se chevauchent. Ça donne une unité à la profession telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, les jeunes avocats. Alors, les jeunes avocats, nous, on a décidé à l'EFB, à la clinique juridique de l'EFB, de vous poser des questions sur les avocats qui ont moins de 50 bars. Donc 50 bars maximum, parce qu'il nous a semblé que ça permettait de s'intéresser vraiment aux avocats qui démarrent et qui ont donc un certain nombre de préoccupations qui vont notamment tourner autour de la collaboration, plus précisément autour du développement de la clientèle et bien évidemment des horaires.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement ces préoccupations qui tournent autour de la collaboration? Est-ce que vous voulez traiter le sujet du développement de la clientèle en premier ou celui des horaires? Vous êtes libre. Voilà, c'est ce qui est ressorti quand on a préparé donc nos interviews et qu'on a posé des questions autour de nous. C'est vraiment les deux sujets qui sont ressortis. Donc clairement, on a des préoccupations là-dessus. Elles sont légitimes. Elles sont légitimes. La collaboration, je vais évacuer un sujet qui est la collaboration salariée. La collaboration salariée qui devrait sans doute être plus employée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de cabinets, et ça répond à la question des horaires, et ça répond à une partie de la question du traitement de la clientèle personnelle, encore que, avocats salariés, on puisse traiter la clientèle personnelle en dehors de ses heures de salariat. Ça a été aussi voté par le Conseil national des barreaux, mais en tout cas, on ne peut pas le faire pendant ses heures de salariat. Mais je crois qu'au regard de la réalité d'exercice, il y a probablement beaucoup plus d'avocats qui devraient être salariés. Un grand cabinet comme celui d'Alain Bensoussan a que des avocats salariés. Il y a une cohérence, tout le monde est salarié. Et effectivement, on travaille, et je crois que ça se passe bien, parce que ça se passe comme ça depuis des années, et qu'il y a des gens qui ont fait de très belles carrières. Donc le salariat n'est pas non plus antagoniste avec une belle carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dès lors qu'on a un contrat de collaboration libérale, cette libéralité qui est une vraie particularité chez nous. Hein. Aucun métier n'est structuré avec des cabinets où il y a 170 libéraux qui travaillent ensemble, avec une hiérarchisation des libéraux et avec une effectivité du libéralisme. Simplement, ce libéralisme, encore une fois, il dépend des cabinets, il dépend aussi des matières. Quand vous faites du financement de l'aviation, c'est compliqué de penser que vous allez développer une clientèle personnelle dans les 5 premières années. Sauf à être petit-fils du fondateur de Boeing, enfin, vous allez être arrière-petit-fils, mais ça semble peu probable. Donc, votre clientèle, elle ne sera pas liée à votre matière, donc c'est peut-être plus compliqué. Moi, j'ai toujours eu des collaborateurs libéraux, j'ai jamais eu de collaborateurs salariés. J'ai été collaborateur libéral et j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que non seulement la clientèle puisse être traitée, parce que c'est une nécessité dans la conception qu'on a même du libéralisme de notre profession. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, tiens, vous faites un peu d'argent sur le côté, c'est comprendre quand on est collaborateur, quand on est avocat, parce qu'on est avocat, donc collaborateur, quand on est avocat, le traitement d'un dossier, ce n'est pas simplement, tiens, je fais une prestation juridique. C'est je gère un client, c'est je gère une relation client, c'est je me projette dans un rapport qui est un rapport de droit, un rapport financier, un rapport économique. Et le meilleur moyen de le comprendre, c'est quand on le vit soi-même. Donc je crois que c'est une nécessité quasi pédagogique que d'avoir des clients. Parce qu'elle permet de comprendre une première difficulté qui est celle de demander de l'argent. On sait faire du droit, mais on ne sait pas forcément demander de l'argent. On ne sait pas forcément chercher les clients, on ne sait pas forcément demander de l'argent, on ne sait pas forcément tailler notre offre et évaluer nos prestations à la réalité d'eux. Donc j'ai toujours fait en sorte, moi, que non seulement mes collaborateurs puissent traiter leurs dossiers, mes collaboratrices et collaborateurs puissent traiter leurs dossiers, qu'ils aient le temps nécessaire. C'est-à-dire qu'ils me disent, bah, Xavier, tiens, en fait, on est en audience à Mourmelon. Ok, vous êtes en audience à Mourmelon. Bah, bon voyage, parce que Mourmelon, c'est pas rigolo. Ils savent que ma porte est ouverte pour avoir des conseils. C'est pas un vain mot. Hein. Si j'ai des gens qui restent longtemps avec moi, c'est qu'ils ne s'y déplaisent pas trop. Je les associe au traitement des dossiers en ce qu'ils sont aussi en contact avec le client, en contact direct, ils sont co-signataires, ils appellent directement les clients, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin que je sois là pour appeler les clients. Il y a même d'ailleurs un certain nombre de clients qui parfois établissent un tel lien qu'ils ne m'appellent plus. Ils appellent directement. Et ça donne une façon de traiter de la clientèle et ça permet, et ça donne confiance en plus. En plus, ça donne confiance, donc ça permet de traiter la clientèle soi. Donc oui, il est indispensable de pouvoir traiter cette clientèle. Après, c'est une potentialité, donc il faut aller chercher la clientèle. Ça, on vous donne un peu de formation à l'école du barreau, je le sais, puisque les programmes sont définis au CFB. Mais cette formation, elle reste théorique tant que vous êtes au CFB. Je crois qu'on doit faire attention à avoir des formations pratiques une fois qu'on est en formation continue. L'avocat à moins de 50 barreaux, il a encore besoin même après d'ailleurs, il a encore besoin qu'on l'explique, qu'on lui aide, qu'on le façonne. Et vous avez une chance, c'est que quand moi je suis passé au LFB, vous voyez, des cours de marketing, des cours de communication, des choses comme ça, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien, c'était ah tiens, vous savez faire du droit, débrouillez-vous. D'ailleurs, je crois qu'on ne se posait même pas la question comme ça. J'allais presque dire que c'était indécent de se poser la question. Je vous rappelle que
Le terme même honoraire montre bien que étymologiquement, on est honoré par le client. Donc on n'est pas, on fait pas, c'est une facture, mais ça reste de l'honoraire. Donc on a toujours un petit rapport compliqué avec l'argent. En tout cas dans la présentation faciale et dans les hautes instances, dirais-je. Et il ne faut pas. Il ne faut pas. Nous faisons une activité économique, on en vit. L'avocat rentier, je ne crois pas que ça existe encore beaucoup. Donc ça, c'est la première chose, le développement de la clientèle. Votre autre question était celle des horaires. C'est la même, en fait. C'est la même, c'est-à-dire qu'il me semble compliqué quand on vous impose des horaires, quand on vous impose un volume, quand on vous interdit de traiter de la clientèle personnelle, il me semble compliqué de vous maintenir dans un contrat de collaboration. Libéral, en tout cas. Dans une collaboration salariée, c'est sans doute plus conforme à la réalité. Les horaires, moi j'ai tendance à penser qu'un avocat qui n'a pas la possibilité d'avoir à côté de sa vie professionnelle une vie amicale, une vie sportive, une vie amoureuse, une vie culturelle, une vie sociale, il sera moins bon avocat. Donc, de ne pas laisser le temps aux gens qui travaillent d'être autre chose que des producteurs économiques, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour leur développement perso et c'est pas bon signe pour les qualités d'avocat qu'ils pourront avoir. Un bon avocat est un avocat qui est ouvert sur le monde, qui n'est pas simplement ouvert sur son écran à regarder des pactes d'associés, des contestations de perquisition par l'autorité de la concurrence et autres, ou des dossiers pénaux, peu importe. Mais il faut s'ouvrir sur le monde, c'est une nécessité de formation, c'est une nécessité consubstantielle au statut d'avocat, me semble-t-il. Donc d'avoir des horaires totalement délirants. En plus, moi j'en veux pour exemple, enfin, j'ai beaucoup joué au rugby et donc contre un certain nombre d'anglo-saxons, chez eux ou ici. C'est assez marrant de voir que passer une certaine heure chez les anglo-saxons, quand vous allez en Angleterre, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et qu'on a donc un paradigme assez inverse, où chez nous, c'est celui qui part tôt qui est mal vu, c'est celui qui part tard qui est mal vu. Voilà, donc peut-être qu'on a un rapport là-dessus à essayer de faire un peu modifier, en pensant que ce n'est pas parce qu'on fait 22 heures par jour qu'on est un bon avocat. Ce qui nous laisse 2 heures, donc. Si on a 22 heures. Donc, vous pouvez dormir au bureau. Faites la sieste au bureau. Aussi. C'est très important de faire la sieste, parfois. Mais ça, effectivement, c'est les deux préoccupations qui ressortent quand qui sont légitimes. On parle autour de nous. Voilà, après, vraiment... je vais vous dire, dans les jeunes avocats, parce que l'avantage d'être rugbyman, c'est que je côtoie des gens qui sont plus jeunes que moi dans cette profession, c'est qu'il y a eu, je l'ai vu, une vraie préoccupation sur le télétravail. Et sur la nécessité d'avoir une clause télétravail, parce qu'elle permet cette respiration temporelle. Alors, certains dans les soutiens de mes adversaires, ont dit « Ah, mais alors, vous voulez que les jeunes avocats quittent les cabinets et ne soient jamais là ?» Non, ça n'a rien à voir. Le télétravail, d'abord, c'est une potentialité, et deux, par définition, c'est pas 100% du temps. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est du travail à domicile comme ça se pratiquait à la fin du 19e siècle, ce qui n'est pas exactement mon idée, vous l'aurez compris. Je suis dans une projection un peu plus au 21e siècle qu'au 19e. Non, c'est la possibilité simplement de pouvoir organiser son travail, sa journée, ses horaires. Je sais qu'il y a des grands cabinets anglo-saxons où ils ont prévu une potentialité d'une journée de télétravail par semaine, avec un 5e jour, j'allais dire rajouté dans le mois, et que ces 5 jours peuvent être cumulés. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une semaine entière de télétravail dans un des grands cabinets anglo-saxons que nous avons visités. Voilà, et que c'est une potentialité. Alors, ceux qui ne le veulent pas, le veulent pas, et ceux qui le veulent, ben, le peuvent. Et je trouve que ça vient réaffirmer de la libéralité de ce contrat et ça vient renforcer l'autonomie de l'avocat. Et ça, c'est pas mal. Faire attention quand même à ce qu'il puisse y avoir à côté un petit droit à la déconnexion. Parce que le télétravail ne veut pas dire d'être taillable et corvéable à merci quand on est à organiser soi-même sa propre journée. Alors justement, vous me donnez une transition toute naturelle vers l'une de mes dernières questions, la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire, donc elle revêt bien évidemment plusieurs problématiques, mais notamment l'une des problématiques qui revient, c'est aussi cette idée justement de la technologie, mais de la technologie pour travailler, et donc notamment des moyens de télétravailler. Est-ce que vous voulez nous en dire davantage sur donc la dimension du télétravail? Je vous laisse également vous saisir de cette question pour évoquer les autres aspects de la crise sanitaire, donc toujours par rapport aux préoccupations des jeunes avocats. Et notamment, il faut penser qu'on a les jeunes avocats qui ont moins de 50 bars, mais on a également les promotions de l'EFB qui arrivent. Donc,
la promotion Jacques Toubon, qui vient tout juste d'être diplômée, et la promotion Bernard Cazeneuve, à laquelle j'appartiens, et qui est donc la prochaine promotion à être diplômée. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Alors, la crise sanitaire, elle pose plein de questions. Il y a des questions que se posent peut-être pas les jeunes avocats et qu'il faut qu'ils se posent, qui sont celles des libertés publiques. La crise sanitaire est dangereuse dans les restrictions de liberté publique qu'elles ont et il ne faut jamais oublier que les avocats que nous sommes sont à la base des défenseurs des libertés publiques. Ça, c'est fondamental. Je sais que ce n'est pas forcément une préoccupation économique et que c'est compliqué d'y penser lorsque on a, entre guillemets, le ventre vide parce qu'on n'a pas de collaboration, mais c'est un élément important. Première chose. La deuxième, c'est une remarque, c'est quand même que moi, je n'arrive pas à me faire qu'on donne le nom de gens vivants à des promotions. Je trouve ça un peu surprenant toujours, mais c'est une tradition visiblement. Et si je suis élu bâtonnier, je ne viendrai pas bouleverser ça. Le télétravail, il faut que les cabinets aient les moyens du télétravail. Donc certains cabinets les ont, d'autres cabinets ne les ont pas. Et donc là-dessus, un des rôles de l'ordre, probablement, c'est de trouver des partenaires financiers qui pourront proposer des solutions de financement aux avocats pour faire du télétravail. Parce que, on l'a vu lors de le premier confinement, c'est une nécessité qu'il y a des cabinets qui n'ont pas pu travailler, notamment à cause de ça, parce que le premier confinement, en plus, je vous rappelle que les déplacements étaient quand même pas exactement recommandés. Là, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus facilement tolérés, donc on peut travailler un peu différemment, mais on peut avoir des craintes sanitaires. Moi, j'ai de la chance, je me balade en vélo dans Paris, donc je ne prends plus les transports, puis j'ai plus de voiture, mais on peut être contraint de prendre les transports et pas vouloir se mettre dans ce bouillon de culture là de bacilles du Covid. Encore que le Covid, ça ne doit pas être des bacilles, donc j'ai une bêtise. Mais la question que vous posez est celle de qu'est-ce qu'on va faire des jeunes promotions? Comment est-ce que les jeunes avocats qui sont là et qui, pour certains, ont été remerciés? Moi, je sais, j'ai des jeunes copains qui ont été remerciés parce qu'on leur a dit restriction d'activité, je suis désolé, on vous remercie. Ils ne peuvent pas s'installer, ils viennent de prêter serment. Aujourd'hui, tout le monde est dans un état de quasi-sidération, à avoir les yeux dans les phares, et donc au mieux, l'activité réussit à être la même, mais il n'y a pas de croissance et pas d'embauche. Et donc, ça pose différentes questions pour lesquelles je n'ai pas forcément les réponses, parce que je ne suis pas un magicien et je ne viens pas de Poudlard, avec ma baguette magique à dire « tac » et je vais vous permettre de. Il faut sans doute poser la question au pouvoir public d'avoir sur ceux qui prêtent serment des charges à leur charge qui soient moins élevées, de façon à ce que peut-être la charge financière sur les cabinets permette, entre guillemets, en cette période très particulière et le temps que les charges URSSAF, Sécu, CNDF soient moins élevées, du coup de payer des rétrocessions moins élevées qui permettraient peut-être de mettre le pied à l'étrier. Je réfléchis à haute voix, donc ce n'est pas forcément très pertinent ce que je dis, et peut-être qu'il y a plein d'arguments qui vont contre cela. Je crois qu'il faut faciliter la vie des confrères qui vont prêter serment. Moi, je pense à une chose simple, parce que ça se voit depuis des années que c'est un marronnier. Les confrères, ils ont le CAPA, et puis il faut qu'ils trouvent une collaboration, et puis après, il faut qu'ils trouvent une date de prestation de serment. Et on a l'impression un peu d'une course d'obstacles, alors qu'on devrait quand même accueillir un peu autrement ceux qui rejoignent notre profession et qui nous font l'honneur de faire partie de cette grande cohorte du barreau de Paris, qui est une très, 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 très belle institution. Peut-être qu'on pourrait inverser les choses, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde prête serment, comme ça s'est fait dans certains barreaux. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, ça se faisait au barreau de Lyon il y a quelques années. Tout le monde prête serment. Et ce qui fait partir votre activité professionnelle, c'est la signature et l'enregistrement de votre contrat de collaboration par le barreau de Paris. Donc, vous n'êtes pas à chercher une collaboration. Je l'ai trouvée. Je vais commencer dans 3 mois. Quel sera mon statut entre les deux? Mon Dieu, pourvu que ça handicape pas trop le cabinet dans lequel je vais travailler, parce que pendant 3 mois, je ne pourrais pas les plaider, etc. Vous seriez un avocat de plein exercice dès votre signature de contrat, parce que la prestation de serment serait antérieure. Et ça vaut pour une période de crise comme en période normale. Après, encore une fois, je n'ai pas d'idée miracle. Je sais les difficultés qu'il va être. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir, car il ne faut pas oublier que nous, avocats, nous sommes une profession transversale, nous sommes une profession, entre guillemets, j'allais presque dire d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand des pans entiers de l'économie vont mal, les avocats qui travaillent sur ces pans entiers de l'économie, compliqué qu'ils aillent bien. On peut toujours se réinventer quand on est avocat. C'est-à-dire que quand on fait du droit social, on peut faire des contrats et organiser la représentation du personnel. Et puis quand ça va mal, on peut faire des PSE et puis des licenciements. Mais ce qui est possible dans certaines matières n'est pas dans d'autres.
Donc, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment est l'avenir. Je ne sais pas comment est l'avenir pour nos cabinets. Je ne sais pas comment est l'avenir pour ceux qui vont rejoindre le barreau de Paris. Pardon de ce manque d'optimisme. Mais je crois que ça nous oblige de toute façon à nous poser des questions. Ça nous oblige à nous poser des questions on le disait tout à l'heure, de LegalTech, de façon dont on travaille, de façon d'ailleurs dont les cours sont donnés, de façon dont les formations continues sont données aussi. Aujourd'hui, en formation continue, on exige qu'il y ait, on ne l'a pas fait pendant la période Covid, mais on exige qu'il y ait 10 heures de présentiel sur 20 heures. Est-ce qu'on pense sérieusement que c'est forcément nécessaire? Est-ce qu'on ne pense pas qu'on peut faire confiance aux confrères qui, une fois qu'ils ont prêté serment, voilà, ce sont des gens qui sont conscients, ils l'étaient un peu avant, mais encore plus quand ils ont prêté serment, sont conscients des obligations qui sont les leurs et de la nécessité d'être sérieux dans sa formation. Donc non, j'ai pas de solution miracle pour les jeunes confrères. Je sais que certains ont dit « Ah là là, mais c'est très bien parce qu'on va faire l'avocat en entreprise ». Je ne suis pas sûr que les directions juridiques recrutent beaucoup, plus aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que quand quelqu'un a fait l'école du barreau, son premier objectif, sa première volonté, c'est de ne pas intégrer le barreau. J'ai lu aussi le rapport Perben qui disait que les avocats, s'ils étaient en situation économique compliquée, pouvaient devenir magistrats. Mais pareil, je ne suis pas sûr qu'on devienne avocat pour devenir magistrat. On peut le devenir quelques années après, mais si on fait l'école du barreau, ce n'est pas pour devenir magistrat, c'est pour devenir avocat. Et donc il faut préserver ça, il faut réfléchir. Encore une fois, je suis vraiment désolé de ça, mais je n'ai pas de solution miracle. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre question. Merci d'avoir répondu également à notre interview qui déjà est en train de s'achever. Il vous reste précisément 4 minutes. Mais je vais vous laisser 1 minute, comme ce que nous avons fait la semaine dernière, pour nous parler de la proposition. Et j'avais dit la semaine dernière tout en majuscule, donc c'est vraiment la proposition phare de votre programme. Donc vous avez 1 minute exactement, comme Maître Couturier et Maître Mioret, donc pour nous parler de cette proposition phare. J'aurais tendance à dire la proposition phare, j'aurais tendance à dire la transparence de la vie publique, la transparence de l'institution Barreau de Paris. La transparence qui est une transparence déontologique. Il faut qu'on sache ce qu'est la déontologie de manière sûre, qu'on en connaisse la procédure et la jurisprudence. La transparence budgétaire, il faut qu'on sache que chaque somme est utilisée dans un intérêt collectif. La transparence démocratique. Quand un rapport est discuté au Conseil de l'Ordre, ce rapport doit être publié pour que chaque confrère le lise et puis, s'il a les compétences, remonter des informations en disant « Ah, vous vous trompez sur tel truc » et suggérer des choses. Bref, que la maison ordinale soit une vraie maison commune et pour ça, il faut en ouvrir portes et fenêtres et cesser de faire de l'entre-soi, d'avoir des gens qui reproduisent un système. Il faut du changement, il faut de l'air, il faut de la modernité. Et la transparence, dans ses différentes acceptions, est sans doute la proposition que nous faisons et qui n'a jamais été faite auparavant. Merci beaucoup. Vous avez respecté donc la minute qui vous était impartie pour terminer cette interview. Nous vous remercions pour votre invitation, d'avoir accepté, pardon. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est jeudi matin et c'est déjà la fin de la semaine et on sent la fatigue qui pointe. Donc merci beaucoup d'avoir accepté et on vous souhaite bien évidemment bonne chance pour les élections. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.